Les mouvements de foule sont des événements qui se produisent à l'occasion des grands rassemblements. Ils sont semblables à ce qu'on peut observer parfois dans la nature en voyant des bancs de poissons ou des groupes d'oiseaux ou des troupeaux de moutons. C'est fascinant à observer. Leurs mouvements sont synchronisés comme si une seule pensée agissait sur tous les individus. En ce qui nous concerne, il n'y a pas beaucoup de mystère puisque nous connaissons l'âme collective, dont les attributions sont essentiellement évolutives. C'est-à-dire que même l'ADN, et en tout cas tout le vivant, dépend d'elle. Dans un mouvement de foule, la liberté individuelle est rompue. C'est une survie qui est statistique, il peut très bien y avoir des pertes. La nature est sauvage. Le moment où un système est en roue libre, c'est qu'il est auto-sustenté par sa propre inertie, ce qui correspond à une perte de contrôle. Ce sont des choses qui arrivent aussi bien dans des groupes sociaux que dans un cerveau. Dans un cerveau, c'est ce qui se passe quand on est dupé par nos propres jugements. Les émotions créent des jugements qui créent des émotions et ainsi de suite, et les émotions se renforcent. Il est toujours litigieux de fonder un raisonnement sur un jugement. Et à l'échelle des groupes sociaux, on peut admirer au ralenti et en gros plan toutes les étapes du processus de renforcement qui conduit au psychodrame. Le plus étonnant est quand le processus est déclenché à escient, en sachant ce qui va se passer. Et ce à quoi on assiste est littéralement une divagation. Cas d'étude, purement scolaire et théorique. Une personne renverse un verre d'eau. Une autre personne se prend une petite gouttelette. Elle répond par un reproche, immédiat et irréfléchi. Par malheur, se trouve à côté d'elle une personne qui a une crainte exacerbée de ne pas voir mouiller ses nouvelles et belles chaussures, toutes neuves. C'est sa névrose qui est activée. Encore une autre personne, alertée par les cris d'Orphée, vient reprocher à la première de l'avoir fait exprès, en pensant prendre la défense de son ami, car elle se souvient qu'il faut toujours prendre la défense des plus faibles. Une autre, qui s'est prise un verre d'eau à la figure il n'y a même pas 5 minutes, et là, c'est pas de bol, vient se joindre à la mêlée pour se venger. Ce qui se passe, c'est que le schéma d'évidence qui relie un fait à une réaction reste toujours le même d'une personne à une autre. C'est une constante. Il est imposé implicitement par chaque reproche qui est fait. Mais chaque nouvel acteur voit sa propre névrose activée par la réaction du précédent. Un autre arrive et dit c'était sûr que ça allait arriver. Encore un autre arrive et dit tout ça n'aurait pas eu lieu s'il avait été éliminé. Et là, la meute est formée. La deuxième constante est le bouc émissaire. Le pauvre, il est rendu coupable de toutes les étiquettes qu'on lui a collées sur le dos. Et c'est toujours la même procédure qui est répétée itérativement. Une étiquette réveille une névrose qui accouche d'une nouvelle étiquette et ainsi de suite. Et à chaque fois l'étiquette s'impose par la force car elle veut tout dire. Elle se justifie elle-même. Et toutes ces forces s'accumulent comme dans une bombe qui explose au ralenti, mais avec les mêmes effets. Et c'est très violent. Et celui qui est désigné coupable d'office n'a aucune chance d'en réchapper. Le voilà victime d'un effet de meute. Et plus il clamera son innocence, plus il activera de névrose. Il est lynché en public. Même ceux qui ont vu la scène depuis le début ne peuvent pas intervenir car ils sont dépassés par les événements. Les réseaux sociaux sont des lieux où se jouent régulièrement des psychodrames. Seule la pratique de la résolution de conflits par la communication non violente peut en venir à bout, sans léser la confiance et l'esprit de paix qu'il y a entre les membres. Pour cela, il ne faut pas confronter le désigné coupable, le bouc émissaire, à ses accusateurs, car cela réveillerait l'effet de meute, ce qui correspond au terrible moment où les amis deviennent des ennemis. La résolution de problèmes doit se faire au cas par cas, éventuellement avec la présence d'une personne neutre capable de fournir de l'empathie. C'est long et laborieux. Mais très vite, au-delà d'un certain seuil, les autres personnes de la meute abandonneront leur charge comme si de rien n'était. Et la paix sera restaurée. Et bien que ce soit laborieux, c'est une bien meilleure technique que de simplement éliminer ou bannir le bouc émissaire. Parce que ça n'empêchera pas les prochains psychodrames d'avoir lieu. Alors qu'au contraire, en tissant les liens entre les gens et en les renforçant, on peut construire des groupes sociaux qui sont capables de se prémunir contre ce genre de problèmes. Et de véritablement cultiver un esprit de paix qui, et ça c'est la bonne surprise, est capable d'avoir une influence majeure sur le monde. Car ça marche aussi dans l'autre sens, les effets de meute. Aussi bien l'événement peut être incontrôlé, et dans ce cas il est extrêmement négatif, et aussi bien l'événement peut être contrôlé, conscient, et devenir une lumière, un exemple, une graine à partir de laquelle se propage la paix dans le monde. Et c'est pas juste des mots en l'air, c'est que plus les groupes sont forts et plus ils sont influents. Un seul groupe de 12 personnes extrêmement bien soudées peut constituer une véritable armée. Et il y a des pays dans le monde, des pays nordiques comme la Suède par exemple,
où un soin extrême est porté au bien des autres. C'est une forme de politesse qui consiste à constamment se mettre à la place des autres, et de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et comme par hasard, ces pays sont les plus avancés en termes d'éducation et de respect des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucune guerre, et ils sont incorruptibles. Et ça, c'est ce qui résulte d'avoir un contrôle sur les effets de meute.